Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, les derniers chiffres du ministère de tutelle font état de 116 nouveaux cas. Cela porte le nombre total des cas contaminés à 1661. Le nombre total des morts s'établit désormais à 118 décès. Pour ce qui est du total des guérisons, il s'élève à 177. De Fès à Marrakech, en passant par Salé, les guérisons du Covid-19 se succèdent. À leur sortie d'hôpital, les personnes rétablies font leur adieu au personnel médical resté à leur chevet pendant plusieurs semaines. Des moments où la joie se mêle à la reconnaissance. Obligatoire, le port du masque fait désormais partie de nos habitudes. Les autorités compétentes redoublent d'efforts pour garantir sa disponibilité dans les principaux points de vente et les commerces de proximité. Nous suivrons un reportage à Ait Melloul dans la région d'Agadir. Bonsoir, comme chaque dimanche, d'abord le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu mardi au Palais Royal de Casablanca Saïd Mzazi et Othman Firdaus en présence du chef du gouvernement Saïd Latmani. Au cours de cette audience et conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, Sa Majesté le Roi a chargé Saïd Mzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions de porte-parole du gouvernement. Le souverain a également nommé Othman Firdaus, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. والرياضة الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا عم ديالك سيدي. Place à présent au bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc. Les derniers chiffres font état de 1661 cas positifs, soit 116 nouveaux cas. Le nombre total de décès s'établit désormais à 118, soit 7 nouveaux cas enregistrés pendant les dernières 24 heures. Le nombre total des personnes rétablies est pour sa part de 177 cas, c'est-à-dire 31 nouvelles rémissions supplémentaires. Pour ce qui est du nombre des cas déclarés négatifs après analyse biologique, il s'élève à 540. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas confirmés Covid-19, il demeure inchangé. La région Casablanca-Stade reste en tête avec 29% des cas, suivi de Marrakech-Safi avec 19%, Rabat-Assal et Kenitra 14,3% et la région Fès-Meknès avec près de 13% des cas enregistrés. Sachez également que parmi les personnes contacts suivies, 689 cas se sont révélés positifs au sein des foyers familiaux. Et nos caméramans continuent d'immortaliser les sorties émouvantes d'hôpital des personnes complètement rétablies du Covid-19 et des moments gaiement partagés entre les personnes guéries et les blouses blanches qui sont restées à leur chevet pendant tout le séjour médical. Exemple tout de suite à Salé, Marrakech et Fès avec le commentaire d'Iman Hablo. Les premiers pas hors du circuit Covid-19, les premiers pas après la guérison. 7 patients quittent l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé. Une pluie d'applaudissements du personnel soignant sous un ciel pluvieux ce matin. Beaucoup d'émotions, des larmes de joie après l'épreuve de la maladie, vécue en isolement, loin des proches. J'ai passé 16 jours à l'unité d'isolement Covid-19. C'était une dure épreuve, mais grâce aux conditions de notre prise en charge par les médecins et les infirmiers, tout s'est très bien passé. J'en sors enfin guérie après une infection que j'ai contractée lors d'un séjour à l'étranger. Les cas de rémission se multiplient et les efforts se conjuguent pour une prise en charge dans les meilleures conditions. Comme partout ailleurs, le personnel soignant ne compte pas les heures. 14 heures de garde par jour, 7 sur 7, des efforts qui paient et qui gratifient.
On a arrivé à un total de 24 guérisons. Donc, c'est grâce à l'effort de nos équipes médecins et paramédicales, soit civiles ou militaires. Des cas de guérison qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. À Fès, 2 patientes viennent à bout de l'infection, dont un bébé de sexe féminin contaminé par une personne contact fin mars dernier. Ma fille a contracté le virus après sa vaccination. Elle a commencé à manifester des symptômes, fièvre et difficultés respiratoires. J'étais loin d'imaginer une contamination au coronavirus, mais en l'emmenant ici, le test s'est avéré positif. Nous avons donc été placés en isolement pendant 17 jours. Même scène chargée d'émotions, cette fois, c'est le CHU Mohamed VI de Marrakech qui enregistre son 5e cas de guérison, une quinquagénaire hospitalisée suite à une gêne respiratoire, une toux et une fièvre. On a pris soin de moi bien comme il faut. Je leur suis vraiment redevable. Tout le staff a été d'une bienveillance et d'un dévouement exemplaire. Médecins et infirmiers ont été d'un très grand réconfort. Je leur remercie du fond du cœur. C'est la 5e guérison au niveau du CHU Mohamed VI de Marrakech. À son entrée à l'hôpital, la patiente a subi plusieurs tests qui se sont révélés positifs. Elle a été prise en charge selon le protocole thérapeutique en vigueur durant 10 jours et après un renouvellement de tests PCR négatifs, elle est donc déclarée guérie. Mais la guérison ne cède pas la place à une baisse de régime. La patiente devra observer un confinement de 2 semaines supplémentaires loin de sa famille, histoire d'éviter le cercle vicieux d'une nouvelle contamination. Faisons à présent le point sur la situation de la pandémie dans le monde. Le Covid-19 a jusqu'ici fait plus de 100 000 morts à travers les 4 coins du globe depuis son apparition en décembre en Chine. Un chiffre qui a doublé en 1 semaine seulement. En Europe, la pandémie a tué plus de 75 personnes, dont 80% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Selon les dernières statistiques annoncées aujourd'hui, les États-Unis dénombrent désormais plus de 500 000 cas positifs et 20 000 morts. Les États-Unis qui demeurent le pays le plus touché au monde. Et cap sur les États-Unis justement pour un entretien avec le professeur-chercheur Moncef Slaoui, immunologue et vaccinologiste de renom avec une solide et brillante expérience de 29 ans au sein de GlaxoSmithKline, l'un des géants mondiaux de l'industrie pharmaceutique. Professeur, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis la Philadelphie. Nous venons de faire le point sur la situation dans le monde. Les morts continuent de s'additionner dans les 4 coins du globe et avec eux les nouvelles contaminations. Quelle analyse vous en faites, professeur? Écoutez, malheureusement, c'est la plus grande pandémie que le monde ait connue, principalement parce que ce virus, qui est un virus de chauve-souris, grâce à des mutations au hasard et énormément nombreuses, est arrivé à s'adapter à infecter l'être humain, mais aussi grâce ou à cause de la globalisation et des mouvements de population qui sont très importants aujourd'hui. La problématique de ce virus, vous l'avez déjà annoncé, a fait plus d'1 million de personnes affectées, malades, probablement 10 fois plus de personnes infectées, asymptomatiques. Si je prends les États-Unis, un des pays les plus développés, il y a 500 000 personnes infectées et malades, probablement 4-5 millions de personnes infectées, 20 000 morts. Donc une disruption de l'économie et de la vie sociale absolue. Et il y a des grandes leçons en fait à sortir de cette pandémie. Nous avons tous, les experts, prédit qu'une pandémie devrait arriver un jour ou l'autre, on ne saurait pas quand, et qu'il fallait être préparé. La grande leçon, c'est qu'on n'était absolument pas préparé, que ce soit au niveau de la rapidité de la réaction de faire le confinement social, ou que ce soit au niveau de la préparation pour avoir des médicaments ou des vaccins qui auraient pu arriver plus rapidement à maturité que ce que nous voyons aujourd'hui. Et par rapport à la courbe, professeur, est-elle en train de baisser par rapport à la situation dans le monde ou se dirige-t-on, disons-le, vers le pire? Je pense qu'on a encore de mauvais jours, peut-être quelques mauvaises semaines devant nous, en tout cas si je prends la situation en Europe et aux États-Unis.
j'ai constaté que les chiffres au Maroc sont en fait vraiment très très bas. Nous ne sommes pas encore au pic, on commence un petit peu à décélérer, mais il faut se rendre compte encore qu'on a chaque jour 5 000, 10 000, 15 000 nouveaux cas d'infection symptomatique. Et si on passe de 10 000 à 8 000, c'est une bonne nouvelle, mais c'est encore 8 000 chaque jour. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument respecter les contraintes de consignement social à 100%. Il faut arriver à faire diminuer la progression de l'infectivité pendant 10-15 jours de suite pour être sûr qu'il y a moins de virus qui circulent. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourrait éventuellement commencer à voir le bout du tunnel. Je pense qu'on est à quelques semaines de là. Donc respecter le confinement, respecter les mesures barrières pour mieux barrer la route à l'ennemi invisible. Professeur, et durant votre carrière, vous avez été brillamment impliqué dans la recherche de nombreux vaccins et la question du vaccin est très très importante. Vous avez travaillé notamment sur le virus Ebola, le rotavirus pour les enfants, le malaria, le zona et nous sommes actuellement face à un virus malheureusement qui est nouveau et d'ailleurs les études le concernant ne sont que partielles. Toujours pas de vaccin, professeur. Comment peut-on surmonter cette crise sanitaire et quelles sont les étapes déjà par lesquelles passe justement la recherche pour trouver un vaccin adéquat? Oui, alors la solution finale, c'est un vaccin. C'est de vacciner toute la population du monde. Mais avant d'arriver là, parce que ça va prendre un certain temps, il y a des solutions intermédiaires qui sont par étapes. Donc la première, c'est de faire diminuer de manière persistante et constante la pression d'infection dans la population pendant, disons, 2 semaines ou 3 semaines. Une deuxième condition très importante, c'est d'avoir un test sérologique qui permet de détecter les personnes qui ont déjà expérimenté le virus. Parce que, comme je le disais, il y a à peu près 10 fois plus de personnes qui sont infectées que de personnes qui sont malades. Donc, il y a beaucoup de personnes qui circulent, qui ont vu le virus et qui maintenant ont acquis une immunité à ce virus. Ces personnes ne sont pas à risque. En tout cas, c'est ce que la connaissance globale suggère. On n'en est pas encore certain puisque c'est un nouveau virus. Et c'est très, très, très probable. Alors, la troisième chose qu'il faut implémenter, c'est un système de traçage des contacts, je dirais hyper rapide, et il y a maintenant des applications qui permettent de le faire, pour identifier les personnes saines qui seraient rentrées en contact physique avec une personne affectée, infectée. Parce qu'alors, il faut absolument l'isoler. J'ai entendu plus tôt dans votre émission que c'est quelque chose qui se passe aussi au Maroc. C'est hyper important de faire ça très vite. Une fois qu'on a ces 3 choses-là, on peut commencer à faire une première étape d'ouverture de la population et de l'économie. La deuxième étape d'ouverture est liée à la démonstration d'une ou plusieurs approches thérapeutiques donc qui sont pour les personnes affectées, malades dans l'hôpital, diminuer la mortalité, diminuer la pression sur les hôpitaux et l'infrastructure, puisque les personnes pourraient récupérer plus rapidement de la maladie. Je pense qu'on y sera en juin ou en juillet. Il y a plus de 80 études cliniques rien qu'aux États-Unis d'approches thérapeutiques différentes. Alors la troisième étape sera l'ouverture du vaccin. En tout cas, les efforts se poursuivent pour trouver justement un vaccin et il est clair, comme vous venez de le souligner, qu'il ne s'agit pas malheureusement d'une mince affaire, un processus qui s'annonce très très long, très très compliqué et qui implique surtout plusieurs essais cliniques. Nous allons tout de suite en parler. Et plus concrètement, professeur, où en sont déjà les recherches aujourd'hui par rapport à cette question du vaccin? Alors, il y a plus de 30 vaccins en développement. Dont 28 sont encore au niveau d'études dans les animaux. Il y a 2 vaccins qui sont déjà rentrés en études cliniques. L'un de ces 2 vaccins vient d'une compagnie qui s'appelle Moderna, où je siège sur le conseil d'administration, donc je pourrais vous en parler un peu plus. Cette compagnie a réussi en 8 semaines à passer de la séquence ADN du virus à injecter des patients, des volontaires, avec un candidat vaccin. C'est quelque chose qui normalement prend 5 ans, 7 ans. C'est quelque chose qu'il y a quelques années, nous sommes arrivés à accomplir en 7 mois pour le vaccin contre l'Ebola. Là, ça a été fait en 8 semaines. C'est pour vous dire la quantité d'efforts, mais aussi les progrès scientifiques qui ont été faits. Ce vaccin, ainsi que plusieurs autres, je suis optimiste, va pouvoir démontrer une efficacité. Ça va nous prendre une série d'études cliniques qui probablement seront complétées d'ici à la fin de l'année 2020. Et le challenge va être de produire assez de vaccins, assez de doses de vaccins pour pouvoir vacciner une grande partie de la population. Ça va prendre du temps. Et je pense qu'au départ, on va commencer par une introduction différentielle du vaccin. Par exemple, d'abord chez les personnes impliquées dans la santé, donc les médecins, les infirmières
healthcare workers, comme on appelle, la première ligne de défense contre le virus, les personnes qui sont à très haut risque, les personnes âgées qui ont des maladies chroniques, et puis géographiquement, éventuellement, les régions géographiques qui ont la plus haute pression d'infection pour essayer de la faire baisser. Et puis petit à petit, on va devoir construire des usines hyper complexes très très vite pour arriver à produire des milliards de doses. C'est quelque chose qui va s'étaler sur les années 2021, 22, 23. Quelque chose comme ça. Et espérons, professeur, que ça va prendre moins de temps que prévu et que dans ce sens, ça va déjouer tous les pronostics et que les résultats qui sont engagés un peu partout dans le monde par rapport à cette question de recherche du vaccin vont converger bientôt, espérons-le, vers un résultat positif. Je rappelle que vous êtes professeur, chercheur, immunologue et vaccinologiste. Moncef Slaoui, vous étiez avec nous en direct depuis la Philadelphie, aux États-Unis. Merci. Merci. Au revoir. Le port du masque fait désormais partie de nos habitudes quotidiennes afin de nous protéger et de protéger notre entourage contre les risques du coronavirus. Les machines de fabrication de ces produits, désormais incontournables, tournent à plein régime. La même dynamique est observée au niveau de la chaîne de distribution. Exemple tout de suite à Agadir avec Hijab Tamek, Hassan Silla et Boubkar Ben Ghabret. Dans la zone industrielle d'Eit Melloul, l'agence commerciale en charge de la distribution des masques sanitaires s'apprête à approvisionner le marché. Ils sont 7000 points de vente dans la région d'Agadir, le port du masque étant obligatoire depuis le 6 de ce mois. Nous couvrons la région d'Agadir et d'Aoutanen, celle d'Inzgen Eit Melloul et celle de Choukaït Baha. 7000 points de vente seront livrés sur toute la région. كنلبيو الاحتياجات ديال اكثر من 7000 بوان دو فونت في الوكاله ديال اكادير. قمنا بهذه العمليه ديال توزيع الكمامات بتنسيق مع السلطات الوطنيه. C'est en étroite collaboration avec les autorités compétentes que nous procédons à la distribution des masques sanitaires. Nous répondons à la demande des citoyens en approvisionnant les milliers de points de vente que compte la région d'Agadir. Obligatoire depuis le 6 de ce mois, le non-port du masque est passible de graves sanctions. Les habitants se sont conformés à la règle avec sérieux et responsabilité. Je n'ai pas eu de difficulté à trouver les masques. Le paquet de 10 est à 8 dirhams, un prix très abordable. Il est impératif de les mettre. C'est l'unique moyen de se protéger contre le virus. Nous sommes normalement approvisionnés, il y a certes une forte demande. C'est une bonne idée de vendre les masques par paquet de 10 pour prévenir la contamination des citoyens par le nouveau coronavirus. Le Maroc s'apprête à produire 5 millions de masques de protection à partir d'après-demain. Les lots de production de ces masques se font dorénavant par paquet de 10. Et justement, tout à fait conscient de l'importance capitale du masque pour barrer la route à l'ennemi invisible, les Marocains se plient justement aux consignes sanitaires. Nous nous sommes rendus dans un marché de proximité de Tamansourt à Marrakech et vous allez le voir tout de suite, la vigilance de ses clients est visiblement très vive. Soumia Belayachi, Hassan Meskour et Oumaima Ramli. Devant ces étals, la consigne est claire. Interdiction de s'approcher de plus d'1 mètre. Ces citoyens l'ont bien compris. Faire ses courses est désormais une sortie qui oblige beaucoup de précautions et de vigilance. Et cela va bien au-delà des distances avec les autres. Nous sommes pleinement conscients du fait que garder la distance n'est guère suffisant pour éviter les risques de contagion. Le port du masque est aussi nécessaire et obligatoire. Je suis sortie acheter ces bavettes. Désormais, on ne peut plus sortir sans. Le masque est une manière de nous protéger et de protéger toutes les personnes qu'on pourrait croiser à l'extérieur. Au lendemain de l'annonce du port obligatoire du masque sanitaire, un bel élan de solidarité avec les autorités a vu le jour. Des volontaires investissent désormais les marchés de proximité pour rappeler leurs concitoyens à l'ordre. On demande aux citoyens de mettre leur masque et de garder plus d'1 mètre d'écart entre eux. Nous sommes des volontaires et nous contribuons aux efforts de sensibilisation entrepris par les autorités locales.
La vigilance et la distanciation sociale sont visiblement les maîtres mots dans ce marché aux légumes de Tamansourt. En ces temps de pandémie, des initiatives citoyennes fleurissent un peu partout dans le royaume en faveur des personnes vulnérables. L'exemple nous vient ce soir de Knetra, où des acteurs associatifs s'activent jour après jour pour loger les sans-abri dans les centres sociaux, des centres où ils trouvent plutôt gîte et couvert en ces temps très difficiles. C'est un reportage de Mariam Benzkri, Adna El-Harra sur un commentaire de Zakaria Mokhimbillah. En face de l'hôtel de ville, des véhicules sont stérilisés par des agents d'hygiène avant de sillonner la ville lors de maraudes pour recueillir les sans-abri. Autorités locales, acteurs associatifs et membres du Croissant Rouge se mobilisent dans les différents quartiers de la ville à la recherche de ces individus. Ceux-ci seront pris en charge dans des centres sociaux. Ici, je suis logé, nourri et blanchi. Je peux profiter de mon temps à lire. Je suis là depuis près d'un mois. Quand on m'a recueilli, je vivais dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, je dispose d'un lit individuel, de douches et de restaurants où on prend les repas. Nous prodiguons un soutien psychologique aux sans-abri pour qu'ils se sentent à l'aise et en sécurité. Quand nous intervenons dans la rue, en compagnie des autorités publiques, ces individus peuvent se sentir heurtés. Alors nous essayons de les sensibiliser aux avantages qu'ils ont à venir avec nous afin qu'ils soient protégés. Deux centres sociaux d'une capacité de 100 pensionnaires sont aménagés pour accueillir les sans-abri. Objectif, protéger ces catégories vulnérables de la société en ces périodes difficiles. Nous avons commencé cette opération depuis plus d'un mois. Les autorités locales ont pris l'initiative d'ouvrir 2 centres sociaux. En premier lieu, nous avons ouvert ce centre d'assistance sociale d'une capacité de 30 lits. En collaboration avec l'entraide nationale, les autorités locales ont ouvert un autre centre, Dar el-Moaten. Société civile et autorités locales déploient beaucoup d'efforts pour offrir logement et assistance aux sans-abri. Ces initiatives adoptées dans plusieurs villes du royaume reflètent les valeurs d'entraide et de solidarité indispensables en ces temps de pandémie. La Chambre des représentants tiendra demain lundi une séance consacrée aux questions adressées au chef du gouvernement concernant la politique générale. Prévue à partir de 15h, la séance sera axée sur les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la propagation du coronavirus. Il sera également question de débattre des mesures engagées pour faire face justement à cette pandémie. La séance se tiendra pour rappel conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien surtout.